de digitalisation, de projets de digitalisation dans les entreprises. Moi, je vais envie de poser la première question à Gaël. Quels sont, d'après toi, les éléments dans une entreprise qui vont déclencher ces projets de GMAO et de digitalisation des processus de maintenance? Alors, il y a plusieurs aspects, mais on peut en citer quelques-uns comme une harmonisation des processus, comme la volonté aussi de pouvoir communiquer sur un même langage ou échanger des données similaires entre différents acteurs, mais également fluidifier les échanges, augmenter la qualité de ces échanges. Voilà, il y a différents aspects, ça dépend à chaque fois de chaque acteur. Mais je pense que Mohamed a également des retours d'expérience client. Oui, il y en avait un ce matin dans la pièce, je ne vais pas le citer, mais qui me disait souvent on est un peu l'élève oublié dans une organisation, on arrive un peu tard, on n'a pas toujours les outils qu'on voudrait avoir. Et tant que ça tourne, donc finalement. Et donc quand on parle de transformation digitale, un des challenges que nous aussi on rencontre quand on accompagne nos clients, c'est la capacité de prendre ces décisions stratégiques. D'avoir du management derrière, d'avoir des responsables derrière, qui, au-delà de la maintenance, qui est le sujet de la journée évidemment, mais qui est une transformation digitale qui touche énormément de choses. Et souvent, dans les projets qui sont successful, on voit que c'est perçu dans l'organisation comme étant une opportunité de changer une façon de travailler, une culture de la collaboration. On avait parlé tantôt avec Simo, on parlait ce matin de briser un peu les silos entre la production et la maintenance. Souvent des départements qui ne se parlent pas assez. Une des premières réunions que j'ai eu à monter chez Simo, à mon grand étonnement positif, il y avait la prod, entre guillemets, et la maintenance, entre guillemets, et les gens se parlaient. Ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement, avec beaucoup de bienveillance. Donc cette transformation digitale, c'est un cheval de Troie en fait. C'est un peu l'expression que j'utilise beaucoup avec mon patron Tarek, tarte à la crème. C'est beaucoup de choses pour pas dire grand-chose, mais finalement c'est une vraie opportunité de changer une façon de travailler. Et la maintenance, pour ça, est parfois un petit peu en retard. Donc c'est une belle opportunité pour nous de vous accompagner. Merci. Deuxième question, Gaël. Aujourd'hui, à ton avis, de ce que tu vois sur le marché, quelle est la maturité finalement des entreprises aujourd'hui en termes de digitalisation des processus de maintenance? Quelle est ta vue du marché, d'où on en est en termes de maturité? Alors, on en est un peu partout. On va avoir ceux qui sont à la pointe, précurseurs, limite, qui vont pousser les prestataires de solutions à aller encore plus en avant. Ceux qui sont, on va dire, qui suivent la vague, qui l'accompagnent, qui attendent d'avoir des retours d'expérience avant de mettre des choses en place, mais voilà, ils suivent le fond de roulement, on va dire. Et puis à côté de ça, il y a ceux qui traînent la patte pour des raisons X, Y, Z, qui sont encore pour le Excel, sur du Excel, voire pas encore au Excel, ou à peine. Cela, ça va être pour des raisons budgétaires, ou alors pour des raisons de philosophie d'entreprise, ou de peur aussi, du changement. Et la problématique, c'est qu'ils risquent aussi de se retrouver au bout d'un moment trop à la traîne et complètement hors des clous et plus du tout à la page. Et justement, alors Gaël, en prenant l'exemple, puisque tu viens gentiment nous donner un retour d'expérience à tout le monde, on l'a un peu déjà entendu, mais c'était quoi le niveau de maturité de Simo avant que tu démarres ton projet de GMAO? Gaël l'a dit, donc troisième et dernière catégorie. Alors, pas tout au fond de la classe, mais on va dire un peu au milieu, fichier Excel. SAP PM, oui, ça tout le monde l'utilise au niveau du département des services techniques et plus particulièrement au niveau de la maintenance. En revanche, uniquement pour l'imputation des heures. Donc en fait, nous, un ordre de travail nous servait à passer une commande, imputer des heures pour pouvoir derrière déverser des coûts sur des centres de coûts. Donc voilà, niveau de maturité, on connaît bien SAP, module PM, par contre, non, on ne planifie rien encore avec ce système-là. D'où Excel, tantôt des tableaux blancs, l'ancienne méthode, avec le feutre, qui peut aussi donner certains avantages, clairement. Mais voilà, niveau de maturité assez faible, quand même, il faut le dire.
selon vous, Gaël et Mohamed, quelles seraient justement les premières étapes et quelle finalement démarche, quelle est la bonne démarche si on a un niveau de maturité finalement assez faible, qu'il faut mettre en place et essayer de lutter contre ce que Mohamed appelait tout à l'heure l'anarchie Excel. C'est quoi la bonne démarche finalement pour se lancer quand on est à un niveau de maturité comme ça assez faible? Alors, c'est déjà d'être à l'écoute des utilisateurs, de ceux qui vont utiliser les solutions au bout du compte, parce que finalement, si c'est pensé qu'en haut et que ceux qui l'utilisent tous les jours ne sont pas partie prenante dans le projet, ça ne va pas jouer. Et puis, dans un autre... En même temps, il faut aussi qu'il y ait une volonté au niveau stratégique de l'entreprise pour que tout le monde aille dans la même direction et que tout le monde souffle dans la même vent. Oui, je te rejoins complètement. L'idée de l'anarchie Excel, qui est un concept qui existe depuis 1990 et quelques, c'est que les gens, s'ils passent sur Excel, c'est qu'ils ont un besoin d'autonomie. Donc en soi, c'est pas péjoratif ou négatif. C'est la solution qu'ils ont trouvée pour fonctionner finalement. Après, le problème de taille, parce qu'on n'a rien contre Bill Gates ou Microsoft, soyons très clairs, le problème de taille, c'est que les données dans Excel deviennent plus riches que SAP. Là, on commence à avoir des sérieux soucis, parce que ça veut dire qu'il y a quelques personnes qui maîtrisent Excel, pas la société, que les données sont offline, puisqu'elles sont dans un Excel et pas disponibles à tout le monde, et que peu de personnes maîtrisent les formules qui sont dans l'Excel. Là, on arrive dans une situation où on démarre un projet, où on se dit waouh, on part d'assez loin, pour reprendre l'expression de Gaël, avec ces 3 niveaux, on est vraiment dans le niveau du bas. Et donc là, il faut respecter, et Gaël de Simo, parce qu'on a 2 Gaël, hein, on fait les choses compliquées. Donc Gaël de Simo, lui, il en parle très ouvertement, il y a un vrai trajet de transformation. Donc on ne va pas couper la prise le lendemain matin, on respecte les gens. C'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, ça paraît anodin pour vous, parce que vous n'avez pas tous vu le produit en live, mais vous pouvez travailler dans le produit, tout ce que vous faites est au temps réel disponible dans SAP. Mais si moi, je n'ai pas envie d'aborder mon travail sous cet angle-là, et je veux continuer dans SAP, je peux travailler dans SAP. Ce que je fais dans SAP est disponible en temps réel dans le produit. Du coup, on va aussi aménager un peu de temps pour ceux qui sont moins ouverts au changement. Et donc ce changement, vraiment pour paraphraser Gaël, c'est de l'écoute, c'est leur fournir quelque chose qui correspond exactement à ce qu'ils ont aujourd'hui, pas partir trop vite, parce que parfois on est un peu pressé, excité, passionné, pas du tout. On démarre parce qu'ils ont aujourd'hui, dans le cas de Simo, il va en parler lui-même, il y a des indicateurs qu'on a mis en place, d'autres pas encore. Pas parce que les données ne sont pas là, mais ça ne sert à rien, c'est trop tôt. Les gens ne vont pas les consommer, ils vont être noyés. Ça ne sert à rien de les gaver, on risque de les perdre aussi. Donc ça c'est un peu les quelques conseils et les retours d'expérience qu'on a sur le terrain. Très bien, alors du coup Gaël, niveau de maturité finalement assez faible, c'est quoi les premières fonctionnalités de manière très concrète que tu as mis en place dans ton organisation? Alors, la première chose, en fait, c'est un peu le quick win, c'est qu'on avait, Luca l'a un petit peu expliqué tout à l'heure, déjà un outil de mobilité. Malheureusement, cet outil il était utilisé par un seul secteur et il s'est vite essoufflé, on va dire. L'utilisation était, comme il n'y a pas eu assez de, on va dire, d'utilisateurs, les bugs n'ont pas forcément été débrouillés et puis bon, voilà, à un moment, plus personne ne veut l'utiliser parce que ça ne marche pas. Ça coince. Donc on a déjà attaqué sur cette partie-là. La partie mobilité, elle a tout de suite été repris en main par le secteur qui utilisait l'ancien outil, et ça a été extrêmement rapide. La deuxième fonctionnalité, c'est celle où on a un tout petit peu plus de mal. C'est la deuxième démo qu'on a fait, c'est la partie planification. Là, voilà, peut-être qu'on allait trop vite. Je dois aussi sans doute l'avouer. On n'a pas tiré la prise d'un coup, mais peut-être pas loin de dire on va supprimer ce fichier Excel qui permet de faire ce lien avec l'exploitant pour pouvoir faire les discussions. Et sur cette deuxième fonctionnalité, on est dedans, mais il y a encore du travail vraiment pour qu'elle prenne complètement son envol et puis que tout le reste, les tableaux blancs, les autres fichiers Excel, ou peut-être, j'en sais rien, Word, je ne sais même pas ce qui existe vraiment dans le système, chacun a sa petite sauce dans chacun des secteurs, disparaissent totalement. Parfait, merci. Alors, solution mobile, peut-être la question à toi Mohamed.
Et quelle est la différence entre j'accède depuis mon téléphone ou une tablette à SAP et du coup je serai en mobilité et une vraie application mobile qu'on va installer sur cette tablette ou ce téléphone? Quelle est la différence finalement entre les deux et quel est l'avantage? Le premier, c'est ce que je disais tantôt dans l'introduction, le premier c'est que dans l'application mobile, et pas le browser, parce qu'un browser tout le monde connaît, on accède à ce qu'on veut à partir du moment où on y a le droit, l'application mobile me permet de travailler sous le réseau et hors réseau. L'application qu'on a construite ici, qu'on met en place, elle est tellement bien pensée pour cet aspect-là, au sens utilisateur métier, qu'ils ne savent même pas, si on ne veut pas leur dire, ils ne savent même pas deviner s'ils sont sur le réseau ou pas. Je suis technicien, je n'ai pas besoin de savoir si le Wi-Fi est up ou down, ou si j'ai de la 4G ou 5G ou pas du tout. Je travaille, je fais mon job. Ça veut dire que je remonte un avis, je prends une photo, une vidéo, un son, je exécute un ordre. Tout ça, je le fais sur l'application. Sur un browser, c'est impossible. Qui dit browser, il dit une connexion. Et une connexion stable. Ça veut dire que si je commence à compléter une checklist et certaines sont lourdes, et qu'au milieu, j'ai une perte de réseau, moi, j'ai pas envie de la recommencer. Il ne faut pas me parler de ce genre de choses. L'autre aspect fondamental qu'on voit en termes de gain de temps, entre les opérateurs et les techniciens, ce sont des besoins tout à fait différents. Il y en a un qui est en amont, l'autre qui est en aval, si je schématique très violemment. Ben, les deux ne veulent plus avoir cette charge de travail en fin de journée. Donc ils veulent un environnement dans lequel ils ne doivent plus recommencer quelque chose. Quand ils ont fini, ils ont fini. Gaël, très humblement, parlait de ses équipes de nuit. Quand c'est le matin et le jour se lève, ils veulent juste une chose, c'est pointer et rentrer chez eux. C'est tout à fait humain. Donc ne leur demandez pas à ce moment-là de commencer à corriger, de modifier, d'aller refaire du papier ou imprimer ou compléter, quoi que ce soit. On a un grand compte en France, pas loin de Lyon. Ce compte qui est une boîte mondiale en termes d'usine. Les gars, au départ, quand ils nous ont vu arriver, ils ne voulaient pas de nous. J'étais physiquement dans des réunions avec des gars en bleu de travail et les casques. C'était pas friendly, quoi. Et finalement, ils ont compris le gain de temps que ça générait pour eux sur l'ensemble de leurs charges quotidiennes, de compléter, d'être à jour, d'avoir des données, parce que ce qu'on n'a pas montré, et ce n'est pas le but d'aller dans le détail du produit, c'est que la vidéo de Gaël sur le gatekeeping, c'est que si je reçois un avis qui remonte, et qu'il n'est pas complet, pas clair, je peux vous le pousser en retour. Merci Jean-Yves, enfin non, tu es devant moi, mais merci Jean-Yves, je n'ai pas compris. Je ne vais pas transformer cet avis en noté si je n'ai pas compris. Je peux déclencher directement une tournée d'inspection, directement au niveau du gatekeeping, etc. Tout ça dans la mobilité. Donc c'est très abouti, user-friendly, et par définition, sur le réseau, hors réseau, je fais mon taf. D'accord ? Merci. Je t'en prie. Du coup, Gaël, voilà, tu mets en place des premières fonctionnalités très opérationnelles. Quel type d'indicateurs tu mets également en place qui te permet toi de gérer l'activité en tant que manager de la maintenance et peut-être d'autres managers ou directeurs de silo? Alors, on est principalement sur l'indicateur de résultats pour le moment. Donc, on est opérationnel. On est sur l'opérationnel, exactement. Il y a deux choses qu'on essaye absolument de mettre sous contrôle. C'est déjà le plan de charge. Est-ce que l'adéquation charge-capa, ça joue? Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est de s'assurer que l'engagement que j'ai à travers mes équipes auprès des prods, cet engagement, il soit OK. C'est-à-dire, on planifie une date, on arrête, on va pousser toutes les 5 minutes pour dire « Ah, mais en fait, il manque la pièce. Ah, mais en fait, j'avais pas vu avec le tuyauteur, j'aurais pas le tuyauteur. » Parce que ça, mon client interne ne le supporte plus. Et il a raison. Je peux pas dire, je peux pas aller contre ça. Donc c'est ces deux indicateurs que pour le moment on suit. Et vous voyez que pour le moment c'est même pas de la performance, on est clairement sur du résultat. Ok, c'est dans les clous ou pas. On ira peut-être plus loin une fois qu'on aura fait cette première étape. Très bien, merci. Alors tous les trois, vous nous avez parlé d'un projet de GMAO, digitalisation. C'est évidemment technologique, organisationnel, mais c'est surtout un changement dans l'entreprise important à gérer. Gaël, Mohamed, quels conseils vous donneriez ou comment vous adressez les projets de vos clients en termes de gestion du changement? Alors, donc on a des projets de changement, quelle que soit la thématique finalement. Comme dit déjà, c'est prendre les utilisateurs, ou en tout cas un panel représentatif d'utilisateurs pour tout de suite les intégrer dans la boucle.
pour pouvoir déterminer avec eux ce qu'ils ont besoin, comment ils utilisent les données, ce qu'ils n'ont pas besoin, ça sert à rien, comme a dit Gaël, de les polluer avec, ça va les noyer plus qu'autre chose. Donc prendre ça pour le côté, on va dire, opérationnel, mais également avoir l'aval, l'accompagnement et puis l'aide parfois du management pour aussi que ça corresponde à un développement stratégique de l'entreprise pour pas qu'on ait l'impression de mener un projet en parallèle d'un autre et que finalement on se rende compte que les deux choses s'éloignent plutôt que se rapprochent. Et puis trouver après la bonne solution qui puisse allier ces deux aspects, utilisateur et stratégie. Et puis ne pas oublier, une fois que tout ça est en place, l'accompagnement. Et l'accompagnement aussi bien basiquement technique de comment ça marche au quotidien, que aussi les changements dans les manières de travailler et pas laisser les personnes seules. Mohamed, tu voulais ajouter Très concrètement, donc un chiffre un peu direct, mais qui tient du marché, qui n'est pas de chez nous, 30 à 50% des utilisateurs utiliseront le produit une fois. Et puis ils ne reviendront plus. Ou s'ils reviennent, ils vont le dénaturer. C'est une des raisons, ce n'est pas la seule, c'est une des raisons pour laquelle il y a cette fameuse anarchie Excel. SAP est là, la preuve, on a Simo, ils ont SAP PM, ils connaissent bien, et pourtant il y a de l'Excel à tout va, parce qu'on dénature en fait SAP dans l'absolu, on trouve des alternatives. Pour des raisons très très louables, il faut continuer à travailler, il faut être opérationnel, c'est pas un reproche. Donc quand on fait un démarrage de projet, on se doit, nous, dans nos ateliers, d'être très 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 opérationnels en termes d'adaptation et de compréhension des processus. Ici, on est dans la salle, on a montré les logos, il y a 36 métiers différents, Firmenich, Rolex, Transport de Lausanne, Seine Chemical, on peut continuer comme ça à l'infini. Donc chacun a son métier. Donc notre produit doit pouvoir accompagner vos processus pour ne pas perdre des gens en route, mais en même temps, et c'est tout le défi des SOA People, de vous proposer les best practices. Parce que ce que vous allez faire avec nous comme projet, vous allez le faire une fois, nous on en fait des dizaines. Donc on est supposé amener de la valeur, amener de la connaissance, amener de l'expérience. Sinon on a un petit problème de valeur derrière. Et donc c'est best practice et en même temps s'adapter, c'est un petit peu le défi. Et la dernière chose, comme disait Gaël, et je la cite, c'est cet accompagnement. Une des alternatives technologiques à cet accompagnement, c'est l'e-learning. On a développé des modules d'e-learning qui sont totalement intégrés à la solution. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, si je suis un peu perplexe par rapport à des choses très opérationnelles à faire, j'appuie sur un module d'e-learning qui est intégré, qui est transparent, et j'ai un flux qui m'est décrit, dans lequel on me guide, on me prend par la main pour bien comprendre où est-ce que je dois appuyer, où est-ce que je dois aller, à quel rythme et pourquoi. Puis une fois que j'ai compris, je ferme et j'exécute les tâches moi-même. Il n'y a rien de pire que quelqu'un devant un écran qui ne sait plus ce qu'il doit faire. Là où vous avez vu la démo sur la vidéo, on a fait quelque chose de très intense et très court. Il y a plein de boutons. Vous l'ouvrez une fois par semaine en tant qu'ordonnanceur, mais il y a peut-être un moment où vous dites, je sais plus, et c'est comme ça qu'on commence à entrer dans ces notions d'Excel. Donc ce module d'e-learning qui est tout récent, qui va être mis en place chez nos amis là derrière notamment, parce qu'ils ont un nombre de techniciens important et qui nous ont demandé d'accompagner chaque technicien pour être sûr de les amener avec une montée en charge. Eh bien, ce sont des solutions qui vont nous permettre de garantir la connaissance à tout moment, à toute personne en fonction de son rôle et de son besoin. Merci. Donc Gaël, pour revenir sur l'expérience et le retour d'expérience de Simo, donc ça a mis en place de l'opérationnel, c'est en cours de déploiement, des indicateurs qui arrivent. Est-ce que, déjà tu te projettes un peu sur la suite, quelles seront, une fois que ça sera stabilisé, les futures fonctionnalités que toi tu voudrais mettre en place chez Simo? Alors il y a un point qui tient particulièrement à cœur de mon asset manager, en fait, c'est le coût, en fait. Donc ce qui est intéressant avec c'est une suite logique des choses. Maintenant qu'on ordonnance des ordres, qu'on se projette, peut-être pour dans 6 mois, dans 3 semaines ou 4 semaines sur ces ordres de travail, derrière, automatiquement, on a de l'engagement financier qu'on commence à mettre dans le système. Et ça, au niveau de l'OPEX, c'est génial. C'est-à-dire qu'on commence à piloter un budget de maintenance. On n'est plus au rétroviseur. Moi, j'en ai marre de regarder mes chiffres du mois précédent en disant « Ouf, on a trop dépensé, frein à main, on a trop mis de frein à main le mois d'après, on relâche, et puis on travaille au rétroviseur en fait. Donc grâce à cet outil, en fait, la suite logique des choses, c'est on engage des ressources à moyen long terme
On a du matériel aussi qu'on réserve pour telle ou telle date. Ben, voilà, tout ça, ça permet gentiment derrière de faire de la prévision, de la vraie prévision budgétaire et d'aligner clairement le budget de maintenance avec les dépenses. Parce que j'ai toujours autant de difficultés sur le last estimate de novembre. Donc, j'ai 2 mois à planifier, j'arrive quand même à me cracher. Au 31-12, j'arrive pas à faire ces estimatifs parce que oui, le backload est là, mais on le fait à l'historique. Ouais, les 2 derniers mois, les 5 dernières années, j'ai à peu près dépensé tant. Sans pouvoir prendre vraiment cette donnée qu'on a dans le système, de dire ouais, mais en fait, on a déjà planifié quoi comme job. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a en tête. Parfait, merci. Et si on prend un peu de hauteur, de manière un peu plus générale, Mohamed, qu'est-ce que toi tu vois qui travaille au niveau du groupe européen, au niveau de l'Europe, un peu les attentes finalement qu'ont les clients en termes de digitalisation de la maintenance, c'est quoi globalement les attentes? Si on regarde, plus que sur 2 ou 3 dernières années, on voit une tendance, par exemple, des rôles qui n'existaient pas, comme par exemple responsable, on appelait excellence opérationnelle. Avant, on n'en avait pas beaucoup. De plus en plus de groupes engagent, recrutent, staff ou nomment des gens qui s'occupent de l'excellence opérationnelle, ce qui pour nous est un excellent signal, que ce soit en termes de prise de conscience, de volonté de changement ou de maturité. On a plus facile à converser avec ce genre d'organisation, très sincèrement. Le deuxième aspect, c'est ce que vient de dire Gaël, mot pour mot, je ne vais pas le répéter, c'est cette gestion de coûts. Donnez-nous un coût par asset pour se demander à certains moments, est-ce qu'il faut continuer à maintenir ou est-ce qu'il faut considérer un remplacement? Beaucoup de nos clients ne savent pas répondre à cette question alors qu'ils sont responsables de maintenance. C'est assez effarant. Je vous donne l'exemple d'un compte dans le transport public en Belgique. Eh bien, il a des bus, ce qui est le fondement d'un transport public. Il est incapable de dire, hors contrat de maintenance avec le constructeur, à quel moment il est en train de perdre de l'argent. Or, il perd de l'argent virtuellement. Réparer quelque chose qui est tout le temps à l'arrêt, en termes de performance d'asset, il n'y a rien de plus grave. Mais vu qu'on est tous le nez dans le guidon, on découvre un peu tard ou trop tard, un peu comme dans certaines situations. Ça, c'est les 2 grands axes, excellence opérationnelle, prise de conscience, managériale ou comité exécutif. Et la deuxième chose, c'est toute cette gestion d'assets d'un point de vue financier. Bien entendu, et c'est copier-coller ce qu'a dit Gaël, ça n'a de sens que quand j'ai déjà déclenché la gestion opérationnelle efficiente. Je ne vais pas me projeter sur des coûts si je ne suis même pas capable de savoir quelle est ma charge à semaine plus X. Ça n'a pas vraiment de sens dans l'absolu. C'est pour ça que le slide que je montrais tout à l'heure sur les tâches répétitives, c'est un slide qui est dans le temps. Ce n'est pas du lundi au mardi, c'est du temps. Parfois, il faut pouvoir se donner le temps aussi. Merci. Donc, on arrive vers la fin de cette conversation. Peut-être avant, Gaël, un dernier conseil que tu pourrais donner aux gens de l'audience qui voudraient se lancer dans un projet de GMAO, le ou les 2 conseils principaux que tu pourrais donner? Il y en a un, vous l'avez bien entendu, c'est la gestion du changement. Je crois qu'on l'a pas mal répété. C'est la partie la plus on va dire, dure de ce type de projet. On touche des équipes opérationnelles. Il y a beaucoup de freins en fait pour pouvoir utiliser ces nouveaux outils. Déjà parce que c'est pas leurs outils de base pour pouvoir opérer. C'est pas le multimètre, c'est pas le tournevis, c'est pas la clé de 17. Non, donc c'est tout de suite un aspect négatif pour eux. Donc il faut arriver vraiment à combattre ça. Donc il faut bien identifier les key users, il faut vraiment les accompagner. C'est quelque chose qu'il faut surtout prendre en compte dans le projet. Ça c'est le premier, on va dire, retour sur mon Rex que je fais là rapide, que je peux vous conseiller. Le deuxième, mais ça c'est plutôt par rapport à Simo, avec Luca quand on a démarré ce projet, en tête, on était quand même persuadé que notre module SAP PM, il était standard. Et pas tant que ça. On a beaucoup de choses qui sont standards, mais c'est vrai qu'on a dû faire des change scopes assez conséquents quand même dans le projet, et on a eu des discussions pas très rigolotes avec les autres modules. Notamment avec la finance, parce que voilà, il y a de la facturation derrière,
Et en fait, le conseil que je peux vous donner, quand vous lancez ce genre de projet, faites un check avant. Faites une petite étude juste avant pour vous assurer que, ouais, j'ai pas des choses qui vont malheureusement un peu me péter au visage en plein milieu du projet. D'accord. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, une petite étude préliminaire sur le... Faisabilité. Ouais, faisabilité, mais il faut aller un peu plus loin que, on va dire, que juste les super U qui disent ouais, t'inquiète, c'est tout standard, il n'y a pas de problème. Et là, avec Luca, on a eu quand même quelques sueurs froides à des moments où il a fallu entamer des discussions un peu complexes sur finalement, est-ce qu'on revient au standard ou est-ce qu'on fait tout modifier chez Simo où on demande à ce soit un développement. Chose qu'on ne voulait pas, vous l'avez bien entendu, on voulait un produit, on va dire, standard. Donc voilà, ça c'est le petit conseil, attention à cette partie. Merci beaucoup. Je vous propose d'ouvrir, si vous avez des questions, à l'audience, avant d'aller au buffet qui va arriver dans 5-6 minutes. Donc on a le temps pour 3-4 questions, si vous en avez. Oui, alors une première question, merci déjà pour tout ce que vous avez partagé. Vous avez commencé quand pour arriver à ce stade? Alors, c'est une bonne question. Ça fait déjà un petit moment, mais on a eu un gros souci. En fait, on a eu le Covid. Au moment où en fait, ça fait 3 ans, ouais, mais on a eu une année où en fait, on a décidé de stopper le projet. On avait bien discuté avec Hervé, avec Mohamed, avec Kwan aussi à l'époque, de dire les ateliers, ils devaient être faits en présentiel. On avait une solution pour aller plus vite. On aurait pu faire du Teams, on aurait pu faire plein de choses, mais avec les key users, qui sont vraiment des gens du terrain, on allait clairement dans le mur. Donc on a décidé pendant 1 an, une bonne année, on a mis stop. Stand-by. Ouais. Donc voilà, les 3 ans ne sont pas des vrais 3 ans. Donc on est plutôt sur 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Une bonne année, un bon 18 mois. Un bon 18 mois. Tout à fait. Bon 18 mois. Voilà. Merci. Merci. Une autre question? Philippe? Je voulais savoir si vous aviez, en termes de déploiement, est-ce que vous avez fait des déploiements sectoriels ou finalement vous avez attaqué toutes les équipes en parallèle? Non, alors on a fait en sectoriel. C'était plus simple pour essayer de, entre guillemets, débugger l'humain et la technique aussi, parce que voilà, il y a plein de touches. Hein. Donc on a des gens qui étaient perdus, qui ont fait peut-être quelques erreurs. Donc on a essayé de se partager un petit peu. La mobilité, elle a été plutôt sur une équipe pour la création des notifications dans le système. Il y a une autre équipe qui a plutôt travaillé sur la partie OT, prise en charge des ordres de travail. Par contre, sur la partie planification, j'ai que 3 personnes. Donc ça allait bien. Les 3 ont bossé de front pour pouvoir mieux échanger les pratiques et puis de se perdre un peu avec l'outil, parce que c'est vrai que l'outil de planification, c'est celui qui a le plus de boutons, qui est le plus complexe quand même, mine de rien. Et d'en faire qu'une fois par semaine, c'est comme SAP. Vous faites une fois par semaine. Moi j'ai la hantise à chaque fois que j'ai un projet, si je dois aller dans le module PS, je dois la clôturer après. J'en fais un par an. C'est plutôt mes équipes qui le font, mais des fois ça m'arrive. J'ai heureusement des fils rouges, mais voilà. Donc moi je me mets à leur image. À 3, ça a permis vraiment d'essayer d'avoir quand même une certaine on va dire, fréquence d'utilisation et puis d'essayer de se partager des bonnes pratiques. Il faut savoir que statistiquement, en gros, dans votre communauté cible d'utilisateurs internes, 16% sont ouverts au changement. C'est des statistiques. 16% sont ouverts au changement. Puis vous en avez à peu près 24 qui viennent derrière, dans la deuxième vague. Dès que je vois que vous utilisez, je suis influençable, donc je vous suis. Je vous prends comme exemple, parce que vous me regardez, on se comprend. Je ne dis pas que vous êtes mon gourou, mais voilà, on s'est compris. Et puis le reste est vraiment dans les starting blocks, attend, un peu comme Saint Thomas, de croire qu'est-ce qu'il voit. Donc vraiment, quand c'est live et que ça tourne, donc dans votre question en termes de rollout, on essaye avec nos clients dans les projets de bien cibler ce fameux premier 16, 24, mais pas tout le monde. Ça ne sert à rien. Il y a des gens qui, dès le départ, ne vont pas monter dans le train. Dans tous les cas, vous le voyez tout de suite. Ici, par exemple, le chef d'équipe pour la mobilité des techniciens, que j'ai personnellement rencontré, le gars, il est câblé,
il est ouvert, il est constructif. Quand il voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme il voudrait, il ne décide pas de tout jeter, mais plutôt de collaborer, de réfléchir. Du coup, c'est vraiment agréable de bosser comme ça parce que c'est une amélioration continue. Et si vous avez quelqu'un qui vous dit non, c'est pas performant, j'arrête, c'est compliqué. Surtout pour nous en tant qu'externes, évidemment, c'est encore plus compliqué. C'est une évidence. Merci. J'avais vu. Oui, monsieur. Sur la partie en ligne, hors ligne, sur la mobilité, comment est-ce que vous gérez si d'un seul coup il y a un ordre de travail qui se modifie en ligne avec une personne qui va faire la rédaction d'un bon, j'imagine que c'est des bons qui sont en mobilité, qui va rédiger son bon hors ligne et puis l'ordre de travail a été modifié entre-temps. Donc, bonne question. Donc, si je comprends votre question, c'est le technicien qui modifie, Oui. parce qu'il exécute. Oui. Il y a des choses qui se passent en amont. Donc, normalement, chez nous, dans le système, il y a des sécurités, des garde-fous. D'abord, parce qu'on ne veut pas polluer les techniciens. On vient de le dire, ce sont les mots de Gaël, ce sont des gens particuliers. Donc, si on commence avec des jeux de ping-pong, on les a perdus d'office, croyez-le. Donc, là, on fait très attention à les préserver, certainement au début, parce qu'il faut qu'il y ait de l'adoption. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En amont, on a, ce que je disais tout à l'heure, il y a un mode avion et un mode online dans la partie ordonnancement, dans le Gantt. Donc, on va avoir des garde-fous pour faire des freezes, de manière que si j'envoie un ordre à un technicien, je dois pouvoir documenter la raison pour laquelle je le change. Et c'est pas quand je veux, je fais ce que je veux. C'est pas possible. Tant qu'il est chez moi, en tant qu'organisateur de la charge, et que je suis en mode avion, je fais mes track and notes, je réfléchis à mon planning, idéal. Je peux même me concerter avec d'autres personnes, partager l'écran, pas de problème. Une fois que je lâche, et je fais un release, donc je lâche, je distribue la charge, là on est dans de la sensibilité, puisque là mon collaborateur l'a sur sa mobilité, donc je ne commence plus à faire ce que je veux. Et là on freeze, on gèle la situation. On peut toujours avoir des exceptions, elles doivent être documentées, expliquées. Pour pas qu'il y ait cette espèce de cran chez moi dans la mobilité. Tiens, j'ai une charge, tiens, je l'ai plus, tiens, elle est à 8h, tiens, elle est à 9h. Non, c'est pas possible. Ça, c'est totalement intenable. Donc, on éduque un peu les organisateurs de charge à bien réfléchir en mode offline pendant qu'ils font tout le travail en amont. Puis, une fois qu'ils font release, ça part, on essaie de respecter le planning. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a ce fameux indicateur qu'on appelle Scheduling Compliancy, qui permet de monitorer si la charge a bien été faite à heure et à temps. Première chose. Deuxième, pour voir s'il y a des modifs. L'exemple du client dont je parlais tout à l'heure, que tu connais bien, Jean-Yves, c'est un client qui faisait des modifs tous les jours. Tous les jours. Donc les techniciens étaient désespérés. Tous les jours, ces modifs ont lieu parce qu'on a oublié ceci. C'est pas tenable dans le temps. Et donc, on évite ce genre de choses, on les contrôle. Idem, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais l'équipe de production qui a la main mise sur des lignes de prod doivent libérer des équipements pour que j'intervienne en tant que maintenancier. Il y a un certain moment, il faut qu'il y ait un consensus. La plupart de nos clients travaillent sur des réunions quotidiennes, tôt le matin. La plupart. Tout le monde ne le fait pas comme ça. Si vous travaillez tôt le matin, à un moment donné, on arrête une situation. Si on continue à jouer entre les deux, c'est intenable. On peut toujours changer des choses. Donc je peux, en tant que responsable de prod, bloquer un équipement. Je suis désolé, vous n'y arriverez pas. J'en ai besoin, j'ai une ligne de prod, on m'a fait une demande, je sais pas, moi j'ai un pic de production. Moi, je peux bloquer la machine pour que vous ne puissiez pas y intervenir en tant que maintenancier ou technicien. Mais si je le fais, je dois documenter. De manière à ce que de nouveau ces analyses ressortent, parce qu'un préventif qui n'est pas fait dans le temps a forte chance de devenir quelque chose d'un petit peu plus problématique. Il faut en donner documenter pour comprendre pourquoi on n'est pas efficient dans ce qu'on fait. Donc il reste des possibilités et c'est contrôlé. Merci. Vous arrivez à suivre un taux de marche de machine actuellement chez Simo, ou bien, parce que là c'est toujours un peu compliqué. Celui qui attribue les temps d'arrêt, c'est la production, c'est le maintenancier. Alors, ça c'est une bonne question. Chez Simo, pour la partie préventive, en fait, on a notre retour d'expérience. Nos gammes, elles sont faites par rapport à comment on sait que l'intervention doit se dérouler. C'est vrai que pour la partie corrective, c'est le technicien qui imagine son activité. Et en fait, on vient avec une supposition on va voir le coordinateur de maintenance côté production et dire écoute, j'ai besoin de 6 heures. Lui il rajoute bien sûr ses temps additionnels pour la mise en préparation, l'arrêt, la conciliation, puis ensuite la partie redémarrage. Et on est en mode partenariat, pour le moment ça travaille bien comme ça. Donc, ouais, c'est, comment dire, pour le moment c'est fait en toute bienveillance. J'ai pas de contraintes aussi
importante que je ne sais pas si j'avais une centrale nucléaire. C'est un peu différent. Nos installations, pour la plupart, sont quand même doublées. On a beaucoup de redondance, ce qui nous permet d'intervenir comme ça. Mais le jour où elles ne seront plus doublées, il faudra se reposer des questions. Ceci étant dit, ça, ce n'est pas les best practices du marché. Mais de nouveau, dans une philosophie d'adoption, de convaincre, de séduire, on en est là, on laisse ces choses se faire en attendant d'avoir ce changement. En réalité, le système étant greffé dans SAP en temps réel, si moi je remonte à Gaël, que j'ai besoin de 6 heures, le système, dans la phase de préparation, va me challenger. C'est bizarre, pour ce même équipement, pour ce même type de tâche, historiquement, si on regarde les 3 dernières interventions, on a mis 3h30. Pourquoi 6? On va générer une alerte. Après, à vous de décider, là de nouveau dans la phase de sélection, on y va piano, parce que ça a toujours été comme ça, et les techniciens émettaient une charge, qu'on respecte leur opinion, pour ne pas non plus aller au clash, parce qu'il faut fédérer, hein, c'est ça l'idée. Mais dans la réalité, le système permet de challenger ce qui remonte du terrain, pour dire, c'est étrange, pourquoi 6 heures? Historiquement, la tendance est ceci, etc., etc. Et là, on peut rentrer dans un mode collaboratif. Mais ça, c'est culturel. C'est pas technologique, parce que la fonctionnalité est là par défaut. Vous comparez ce qui a été planifié avant ou ce qui a été pointé dans le temps? Les deux. D'accord. Les deux. Parce que le planifié avant, bah, c'est ce qu'on a projeté. Le réalisé, c'est la réalité du terrain. Et on confronte les deux, puisque la mobilité inclut de facto un système de pointage. Ça me permet de confronter la réalité avec ce que j'ai prévu et d'avoir une espèce de cercle vertueux d'enrichissement pour à un certain moment avoir des recommandations qui vont soit être un médian, donc entre, moi j'ai dit 4, vous avez fait 6, on va décider que c'est 5 pour mettre une moyenne, ou simplement on prend l'un ou on prend l'autre en fonction de comment vous voulez fonctionner. Là vous allez avoir des zones rouges qui vont apparaître dans votre système pour dire tiens c'est étrange. Idem dans l'exécution, parce qu'il y a ce que je projette et puis il y a la réalité. Si je dépasse ce qui a été projeté, ben, je vais avoir des alertes qui vont apparaître pour me dire tiens c'est un peu plus long que prévu. Merci. Dernière question. Ils n'ont pas faim à laisser poser leurs questions. Personne n'a faim, donc allez-y monsieur, allez-y. Qui a décidé de lancer ce projet-là? C'est côté maintenance, vous avez convaincu par le management ou ça vient du management? Alors, il y a un double mélange des deux en fait. L'élément déclencheur, clairement, il vient de la production. Pourquoi? Parce que on a des feedbacks réguliers, on a des problèmes de respect de nos engagements, de transparence, clairement, par rapport à cette imputation des heures. Imputation des heures qui derrière génère des coûts. Oui, vous voyez vos pointages dans les OT, on ne sait pas trop ce que vous faites. Donc ça, on va dire que c'est plutôt les éléments déclenchants qui venaient clairement de la production. C'était pas juste mon chef et moi qui se sont dit allez 4.0 c'est cool, on y va. Donc c'est plutôt, voilà, on est parti de là pour se dire maintenant on a besoin de quoi. On a fait le constat que les outils en place ne donnaient pas satisfaction parce qu'en effet il n'y a aucun lien avec SAP. Donc, et il ne faut pas se leurrer, avec Excel on ne peut pas tout planifier. C'est-à-dire que là actuellement, enfin pas actuellement mais dans les anciens fichiers Excel il y avait peut-être 6 ordres de travail, c'était les gros blockbusters de la semaine par secteur qu'on arrivait à discuter avec la prod. Là, on pourrait tous les prendre, on ne les prend pas tous. Il faut être clair, on se laisse quand même dans la partie planification, chaque chef d'équipe laisse une bande passante. Il faut absorber les petites interventions de 15, 30, 20 minutes. Ça n'a pas de sens d'essayer de les planifier. Donc on leur laisse quand même cette espèce d'autonomie. Par contre, alors ça représente, j'en sais rien, je vais dire 2 heures par mécano, un peu plus côté électrique, parce que c'est plus des petites interventions de réglage et des choses comme ça, donc on leur laisse une bande passante un tout petit peu plus élevée. Par contre, le reste, on charge. Oui, on charge pas que, alors c'est là que ça devient aussi un peu intéressant avec l'outil, pas que avec le préventif et le correctif. En fait, on a aussi un gros programme au niveau de l'asset management sur la criticité de nos assets et derrière de pouvoir mettre en place le bon plan de maintenance, la bonne adéquation, stratégie de maintenance avec la criticité de l'asset. Moi, j'ai besoin que ces techniciens, ces gens du terrain, ils participent à ces analyses. C'est 3 heures par semaine, on fait des tournus, il faut que j'arrive à les libérer. Donc ça, clac, c'est bloqué dans les Gantt. C'est des plages horaires, comme s'ils étaient absents, que le chef d'équipe, il ne prend pas. Le jeudi, j'ai 3 heures en moins dans l'équipe, hop, je préserve. Parce que c'est aussi un engagement.
que j'ai pris auprès de de l'asset manager, pas du chef d'exploitation au niveau de l'asset manager, de dire oui, je vais mettre un gars du terrain sur ces analyses pour avoir on va dire des retours terrain les plus efficients possibles. Donc voilà, cet outil en fait il sert correctif, préventif, mais aux autres choses aussi. Gestion des magasins, voilà, toutes ces activités en fait que nos mécaniciens électriciens doivent faire, on arrive aussi maintenant à les mettre dans le système et à les préserver. Avant, il ne faut pas se leurrer, dans le fichier Excel, c'était les premiers trucs qui, ça sautait. J'ai une urgence, t'avais prévu quoi jeudi après-midi? Ouais, t'inquiète, attends, tu vas faire ce changement de pompe. Ils avaient une question, je crois. C'était pour revenir sur le point d'avant, c'était parler d'alerte sur les charges de travail trop élevées ou pas. Est-ce que dans le logiciel, on peut avoir des warnings sur les pièces de rechange qui n'ont pas été utilisées, pas consommées, pour pouvoir remettre à jour les gammes, parce que souvent c'est une problématique. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir des gammes, vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Le système est créé pour vous, parce qu'il se base sur l'historique. Souvent, nos clients ont des problèmes de gamme ou de nomenclature, c'est un peu la soupe, comme toujours, parce qu'il faut du temps. Et c'est rébarbatif, on est occupé sur d'autres choses, et donc voilà. Donc le système l'est créé pour vous à la main, vous ne partez jamais d'une page blanche. Ça, c'est pour la partie gamme, nomenclature. Ce qu'on va appeler les BOM. La traçabilité des pièces, à partir du moment où je génère des BOM, je peux générer des opérations ou annoter, enfin, ça c'est la hiérarchie de la structure. Je vais réserver les pièces. Si je les réserve, elles sont d'office associées à l'OT qui va être créé. Parce que souvent, quand je fais ma gamme, je ne sais pas encore l'OT. Je vais le finaliser pour le créer. On ne l'a pas dit, mais vous pouvez faire tout ce qu'on a montré ici sans jamais ouvrir SAP. Les gens ne sont pas obligés d'ouvrir SAP. On a d'ailleurs fait un beau projet aux États-Unis chez un client que Jean-Yves connaît bien. Une des raisons pour lesquelles on l'a fait, c'est parce qu'ils avaient une jeune génération de maintenanciers et qui ne voulaient plus utiliser des SAP. On dit voilà, soit on vous trouve une solution, soit on ne vient pas. Enfin, c'était un peu le bras de fer, donc cette solution a séduit, puisqu'elle est un peu plus moderne, et que normalement, vous ne devez plus ouvrir SAP. Vous n'êtes plus obligé d'aller dans une page SAP. Ça, c'est quand on est vraiment dans le succès et qu'on a abouti le processus. Alors, la remarque que vous faites, oui, la traçabilité des pièces, c'est par défaut de bout à bout, comme j'ai montré dans mon slide tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je peux être un technicien à 3 h du matin, il n'y a personne dans les bureaux. Mais il y a une problématique, je vais intervenir. Sur ma mobilité, je crée un heure de travail. Vous êtes d'accord? Je ne vais pas attendre 7 h du matin pour le faire. Si c'est vraiment grave, je le fais tout de suite. C'est mon rôle. Je crée l'heure de travail directement sur la mobilité. Là, je bypass ce qu'on a montré à 2 minutes, puisque là, on est dans l'urgence. On arrête tout ce flux. Et je crée le T, j'ai besoin d'accéder aux pièces. Je vais directement sélectionner l'équipement. L'équipement, le système va me proposer l'historique. Je n'ai pas besoin d'être un maintenancier expert. C'est le système qui va me le proposer. Et sur ces historiques-là, voici les pièces qu'on a utilisées la dernière fois pour tel type d'intervention, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment guidé par le système. Et à partir de là, que ce soit par le Gantt ou par la mobilité, toutes les pièces sont tracées. Merci. On pourra en parler pendant des heures, mais on va manger, j'imagine. Merci beaucoup. Merci de vos questions.